René Guénon, Psychologie. Chapitre 4. La nature de la conscience. Nous avons établi qu'il n'y a pas d'inconscient psychologique, ou en d'autres termes, qu'aucun phénomène psychologique n'est séparable de la conscience. Mais nous n'avons pas encore parlé de la nature de la conscience. Et nous allons avoir maintenant à examiner diverses théories qui ont été émises à ce sujet. La conscience n'est pas le résultat d'une différence entre deux états physiologiques, inconscients comme tels, ou entre deux états psychologiques, inconscients cependant. Les deux états dont il s'agit étant soit deux sensations différentes, soit une même sensation qui croît et décroît. Sans doute, pour que la conscience se maintienne à une certaine tonalité, ou pour qu'il y ait conscience claire et distincte, il faut une différenciation continuelle entre les états qui traversent la conscience, car celle-ci s'émousse rapidement par effet de l'habitude. Mais une telle différenciation n'est pas condition essentielle et indispensable de toute conscience. La conscience n'est pas le résultat d'une différence entre deux états physiologiques purs, car pour que la conscience se produisît dans cette hypothèse, il faudrait qu'elle eût pour cause directe un troisième état physiologique, qui serait comme la résultante des deux premiers. Alors on arriverait à cette conception bizarre que la réunion de deux états physiologiques engendrerait la conscience, tandis que chaque état pris à part produirait une sensation, laquelle, unie à l'autre, servirait de contenu à la conscience, qui par elle-même n'est qu'un contenant. Comment donc pourrait s'opérer la fusion entre cette conscience et ces sensations ? La conscience n'est pas non plus le résultat d'une différence entre deux états physiologiques accompagnés d'une sensation qui serait inconsciente, car on aurait alors deux sortes d'activités physiologiques différentes, quoique pourtant de même nature, l'une engendrant conscience et l'autre sensation. Les deux actes de la première sorte engendreraient chacun une sensation inconsciente, tandis que l'acte de la seconde sorte, qui est la résultante des deux premiers, engendrerait la conscience de la sensation. Cette explication, aussi étrange que la première, est répudiée par le même raisonnement. La conscience n'est pas davantage le résultat immédiat de la différence de deux sensations inconscientes. En effet, on ne voit pas comment une différence pourrait jouer un rôle réel dans la conscience si elle n'était pas une réalité dans cette conscience, c'est-à-dire une différence déjà consciente. De plus, comment ce qui est inconscient arriverait-il à produire la conscience si la conscience est le sentiment d'une différence ? Ce sentiment ne suppose-t-il pas que sont déjà conscients les deux termes entre lesquels cette différence est sentie ? On ne voit pas pourquoi la différence entre deux sensations serait plus consciente que ces deux sensations elles-mêmes. Enfin, si la conscience débute par être le sentiment d'une différence ou même par supposer simplement une différence, on peut dire que la conscience est impossible, qu'elle ne pourra jamais naître. En effet, un sentiment de différence a beau supposer au moins une dualité d'état qui l'explique, sa nature n'en est pas moins simple. Mais alors, il est comme tant d'autres sensations ou tout autre fait psychologique. Il ne pourra donc exister dans la conscience que grâce à l'existence d'un autre sentiment, ou tout au moins d'une sensation inconsciente. On voit que dans cette supposition, la possibilité de la conscience recule indéfiniment. On peut encore présenter les choses de cette façon. Si une première sensation est pour la conscience comme si elle n'existait pas, la seconde devient la première par rapport à la troisième, qui devient la seconde, et ainsi de suite indéfiniment, d'où on arrive à la même conclusion que précédemment. Si l'on dit que deux ou plusieurs états simultanés peuvent avoir le même effet que deux ou plusieurs états successifs, la dernière objection tombe, mais les autres demeurent. D'ailleurs, la conscience se présente toujours comme appréhension d'éléments simples ou d'éléments composés, de composition définie perceptible à cette conscience. Sans doute, les antécédents physiologiques et même psychologiques d'une sensation claire et distincte sont fort complexes, mais on sort d'embarras, on cesse d'être
refusé pour les objections précédemment exposées, en même temps qu'on tient compte de tout ce que la physiologie nous apprend sur la cause de nos sensations, si l'on conclut de la manière suivante: la conscience claire et distincte n'est pas toute la conscience. Elle suppose toujours multiplicité et changement. D'ailleurs, qui dit changement dit multiplicité. Et si cette multiplicité et ce changement qui sont toujours requis pour qu'il y ait conscience claire et distincte ne se trouvent cependant point dans celle-ci, c'est qu'ils se trouvent dans la subconscience, c'est-à-dire encore dans la conscience. Il faut bien admettre qu'à chacune des causes extérieures, vibrations ou ondulations, capables de produire dans notre organisme un véritable effet, il doit correspondre des sensations subconscientes. On admet assez volontiers qu'il y correspond des sensations. Est-il donc si difficile d'ajouter que ces sensations doivent être subconscientes, puisque la logique nous y pousse, comme la science de son côté pousse à admettre des sensations qui restent inconnues à la conscience, claires et distinctes? En réalité, ce qui reste le plus étonnant, c'est la possibilité d'une multiplicité énorme de faits dans un court intervalle de temps. Mais outre que cette difficulté n'est pas plus grande dans la thèse de la subconscience que dans celle de l'inconscience, il ne faut pas perdre de vue que le temps est chose toute relative, que sa continuité permet d'envisager une succession d'intervalles aussi rapprochés et aussi petits qu'on le veut, au-dessous des limites de notre perception distincte, et que d'ailleurs cette multiplicité que nous avons à envisager n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas, mais peut être aussi simultanée. Il est vrai que la considération de cette simultanéité ainsi introduite est opposée à certaines thèses assez souvent admises par les psychologues, et d'après lesquelles il ne pourrait pas y avoir coexistence de deux ou plusieurs faits psychologiques différents. Mais nous ne pouvons voir dans ces théories que des hypothèses toutes gratuites, ne reposant au fond que sur une conception trop simpliste de la série des phénomènes psychologiques sous une forme linéaire. Toute la complexité réelle de ces phénomènes ne s'accorde nullement avec une semblable conception. S'il est vrai, comme tout ce qui précède tend à le démontrer, que l'inconscient ne peut jamais expliquer le conscient, la conscience claire et distincte devrait être expliquée par le subconscient dans le cas où elle ne s'explique pas par elle-même. Il doit en résulter qu'il y aura lieu de chercher et de donner une interprétation psychologique de tous les faits dits d'action physique ou physiologique sur le psychologique ou le mental, appelé plus communément et aussi plus improprement le moral. Mais nous ne faisons qu'indiquer ici cette conséquence. On parle aussi, pour expliquer la conscience, d'une différence entre un sujet et un objet. Différence qui devrait être sentie ou pensée à quelques degrés pour que la conscience se produise. On objecte souvent à cette théorie que la distinction du sujet et de l'objet ne doit pas être primitive, que l'idée du sujet pensant chez le sujet pensant lui-même est trop abstraite pour exister dès le début et qu'il en est de même de l'idée d'objet. Cela peut être vrai, et en tout cas, la théorie d'après laquelle toute sensation est au moins quelque peu consciente est assurément beaucoup plus simple que celle-là. Mais il y a mieux. La distinction du sujet et de l'objet est loin d'être aussi fondamentale qu'on le suppose d'ordinaire. Et il y a certains modes de la pensée qui peuvent être parfaitement conscients et qui sont même de l'ordre le plus élevé, où une telle distinction ne peut exister. Comment donc pourrait-on soutenir que cette distinction est une condition nécessaire de la conscience? M. Ribot veut expliquer la conscience par l'activité et l'unité des organes et des fonctions corporelles. Cette solution peut tenter au premier abord, mais elle est bien loin d'offrir la clarté qu'elle promet. Distinguons trois choses. Premièrement, notre idée du moi comme être indépendant. Deuxièmement, le fait de la conscience qui, comme nous l'avons montré, accomplit tous les faits psychologiques. Troisièmement, le fait psychologique lui-même, une sensation par exemple. M. Ribot s'est exagéré l'unité de l'organisme. Cette unité est loin d'être parfaite. Le concert des forces biologiques et des organes qui composent le corps ne présente qu'une unité très relative, de sorte que dans sa totalité, elle ne peut être l'origine de cette idée du moi dont nous avons parlé en premier lieu.
En admettant même que les faits de conscience considérés isolément soient expliqués par l'organisme, on n'expliquerait pas ainsi comment l'un d'eux peut être en même temps que lui-même souvenir d'autres faits de conscience. Les faits de conscience considérés comme effets d'événements physiologiques formeraient une conscience sporadique dont les différents éléments resteraient étrangers les uns aux autres. L'idée du moi, même si on la regarde comme illusoire, ne saurait s'expliquer dans cette théorie. On peut même aller plus loin. Le moindre des états de conscience peut être considéré comme une unité lorsqu'on ne trouve rien de tel dans l'organisme où le moindre mouvement, l'existence du moindre élément est toujours indéfiniment divisible dans l'espace et dans le temps. Enfin, la moindre conscience des sensations est un phénomène qui existe par lui-même et qui est par suite sans analogie avec ce qui est, par hypothèse, n'importe quel phénomène physique ou physiologique dans la théorie de M. Ribot. Une telle théorie, en voulant se revêtir d'une apparence scientifique, ne réussit qu'à créer une confusion entre la psychologie et la physiologie, sans pouvoir rien expliquer en réalité. Il est arrivé à Taine, T-A-I-N-E, d'admettre une théorie suivant laquelle il y aurait lieu non pas de chercher à expliquer la conscience par le mouvement, c'est-à-dire par quelque chose qui n'est pas la conscience, mais de considérer la conscience d'une part, le physique de l'autre, comme les deux faces opposées d'une même réalité, d'une réalité d'essence double. Le parallélisme que propose cette théorie n'est guère confirmé par l'expérience interne, et celle de l'expérience extérieure rend impossible la supposition d'un tel parallélisme. Il est donc vain de chercher à expliquer la conscience, soit par l'organisme, soit par du prétendu inconscient psychologique. La conscience peut être regardée comme une donnée primitive et irréductible, dont on doit partir et se servir pour expliquer autre chose, mais qu'on n'explique point, du moins quand on veut s'en tenir strictement au seul point de vue psychologique. À ce point de vue, nous n'avons pas à considérer la conscience autrement que comme la forme commune et la condition nécessaire de tous les phénomènes psychologiques, ce qui ne suppose évidemment rien sur la nature de cette conscience en elle-même, pas plus que l'étude des phénomènes physiques ne suppose une connaissance de la nature intrinsèque du temps et de l'espace, qui sont les contenants et les conditions de ces phénomènes. Le psychologue n'a pas plus à expliquer la conscience que le physicien et même le mathématicien n'ont à expliquer l'espace et le temps. Il n'a même pas à en donner une définition, car ce qui est regardé comme irréductible ne saurait être définissable. Nous pourrons même considérer tous les phénomènes psychologiques comme n'étant en un sens que des modalités ou des modifications de la conscience, de la même façon que les phénomènes physiques sont regardés comme des modalités du mouvement, sans pour cela attribuer à cette conscience une existence à part, du moins en tant que nous la considérons exclusivement dans son rapport avec ces phénomènes, ce qui est le rôle de la psychologie. Celle-ci n'a à envisager que ce que nous pouvons appeler la conscience phénoménique, sans se demander si cette conscience phénoménique est ou n'est pas l'expression de quelque chose d'un autre ordre, sans rapport avec les phénomènes et qui, par définition même, n'est plus du domaine psychologique. Il nous faut maintenant parler sommairement de la conscience. Sommairement, car on le verra, quoi que ce soit qu'on étudie en psychologie, on est obligé de l'expliquer en dernier ressort par les propriétés de la conscience. Il est facile de comprendre qu'il en soit ainsi dès lors que tous les phénomènes psychologiques peuvent être considérés comme des modalités de la conscience. Mais ceci montre bien que la psychologie a le même caractère de relativité que toutes les sciences de fait. Suivant M. Heger, une des lois fondamentales de l'esprit, c'est la loi de la fatigue ou du changement. Mais en réalité, la nécessité du changement et le fait de la fatigue, dont cette nécessité est une conséquence, ne peut avoir qu'une origine purement physiologique. D'autre part, la réapparition des états de conscience passés, qui constituent la mémoire, et même l'exercice de toutes nos facultés mentales, ont plus ou moins des conditions organiques.
Mais il y a dans l'activité psychologique des fonctions qui ne peuvent être attribuées qu'à la conscience elle-même. Les sensations comme telles sont des réactions propres de la conscience à l'occasion de sollicitations venant de l'extérieur. Et les sentiments, les jugements, sont choses absolument différentes de leurs causes externes ou des phénomènes qui en sont l'occasion. Les synthèses qu'opère à chaque instant la conscience sont comme des sortes de créations qui n'ont pas d'analogue dans les synthèses étudiées par le physicien et le chimiste. Dans le monde extérieur, tout est soumis à un changement continuel et rien ne demeure jamais pareil à ce qu'il était à un instant précédent. Par la mémoire, au contraire, la conscience maintient le passé, elle le fait entrer en quelque sorte dans le présent, et spécialement le phénomène de la reconnaissance apparaît comme une synthèse originale qui n'a point d'analogue ailleurs. En un mot, la conscience, par sa nature et par ses fonctions, est quelque chose d'irréductible et toute étude que l'on en fait la montre comme une activité d'un genre tout spécial, qui n'est assimilable à aucun autre.